dans le cadre de cette présentation du bien-être au travail, je voulais vous présenter brièvement ce qu'était le bien-être au travail et comment, lorsqu'on se sent bien, cela peut se généraliser à d'autres sphères de notre vie et engendrer des choses positives. Voir avec vous vraiment de cibler les composantes qui peuvent rentrer en compte dans cette thématique pour pouvoir aussi comprendre de quelle manière nos émotions, la manière dont nous allons percevoir les choses et notre capacité aussi à rebondir va influencer ce bien-être au travail. Puisque en fonction de ce que l'on peut ressentir, pouvons percevoir de notre environnement, cela va interagir avec notre comportement et notamment dans notre manière de communiquer avec l'autre. Alors, pour démarrer avec cette définition du bien-être au travail, je me suis basée sur celle de l'INRS puisque je la trouvais plutôt complète, dans la mesure où elle fait vraiment référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement, aussi bien dans que par le travail, et cela, c'est ce qui est d'autant plus intéressant, va dépasser l'absence d'atteinte à la santé. Donc, dans ces circonstances, on voit bien que le bien-être au travail met l'accent sur la perception des situations et des contraintes que nous avons de notre sphère professionnelle. Et c'est vraiment ce sens de ces réalités qui va avoir pour chacun de nous des conséquences à la fois physiques, physiologiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales. Et tout ça va se traduire pour l'entreprise par un certain niveau d'efficacité. Alors, quand on se sent bien au travail, qu'on a trouvé cet équilibre de vie, on va se sentir plutôt en accord avec qui l'on est, le travail aussi qui fait sens, donc on va plutôt se sentir motivé et impliqué. Cela va aussi renforcer notre engagement, développer notre performance, qu'elle soit individuelle ou collective, donc diminuer aussi l'absentéisme et le turnover. Et le fait qu'on se sente reconnu et valorisé dans ce que l'on fait va maintenir ce sentiment de bien-être. Alors, par rapport aux différentes composantes de bien-être au travail, on pourrait les catégoriser sous ces 6 angles-là. Un premier angle fait plutôt appel au management participatif, à l'engagement, c'est-à-dire comment l'entreprise va nous missionner dans nos fonctions, comment nous, on perçoit nos rôles. Est-ce que nos missions sont claires? Est-ce que l'entreprise aussi nous fait participer au projet d'entreprise? Comment l'entreprise nous informe sur son évolution, sur les changements? Un deuxième angle qui n'est vraiment pas des moindres, c'est tout ce qui touche aux relations au travail, au climat social, puisqu'on sait que l'ambiance au travail permet quand même jusqu'à 50% à la personne de se sentir bien. Donc ça va être tout ce qui concerne les relations, aussi bien avec nos collègues, avec les personnes, les partenaires extérieurs, nos supérieurs, comment les temps d'échange sont gérés, comment notre participation aussi se fait. Un autre contenu, c'est le contenu du travail, c'est vraiment tout ce qui fait sens au niveau du travail, pour quelles raisons on le fait, l'autonomie, la marge de manœuvre que l'on a sur nos actions, notre responsabilité, le fait de pouvoir encore une fois travailler aussi avec nos collègues et toute la communication que l'on va avoir aussi bien en interne qu'en externe. Une autre dimension concerne toute l'approche de la santé au travail, donc ça prend principalement en compte le temps de travail. Normalement aussi, ce qui est obligatoire là où on bosse, c'est vraiment le document unique d'évaluation des risques professionnels, où l'entreprise se doit d'évaluer les risques professionnels qu'il peut y avoir dans l'entreprise où vous travaillez et aussi ce qui fait référence à vos fonctions, et de pouvoir mettre en œuvre un plan d'action en fonction de ça pour justement limiter ces risques. Un cinquième angle touche tout ce qui va être les compétences, le parcours professionnel, comment on intègre les personnes au sein de l'entreprise, comment on les accompagne, comment on leur fait développer aussi leurs compétences, que ce soit au travers de formations ou autres, et comment la personne se voit évoluer au sein même de l'entreprise. Et enfin, une autre thématique, c'est l'égalité professionnelle. C'est vraiment l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comment on concilie
ces deux temps, l'égalité homme-femme et tout ce qui touche aussi à l'équité et à la justice organisationnelle. Donc on peut voir que autant quand on a cet équilibre, quand bien même le poids de ces thématiques soit plus ou moins importante, l'idée c'est vraiment encore une fois de trouver cet équilibre. Et quand on a cet équilibre, on va plutôt se situer dans un cercle vertueux. En revanche, quand on a un déséquilibre quelque part, cela va plutôt générer un cercle vicieux. Et on peut prendre ensemble un exemple un peu plus concret, par exemple, pour voir ce qui peut induire du mal-être ou plutôt générer du bien-être au travail. Si je prends par exemple l'exemple d'un collègue, d'une situation de travail, vous êtes à votre travail, un collègue arrive un matin, passe devant vous et ne vous dit pas bonjour. Donc, suivant comment vous êtes aussi, ou comment on est disposé, on peut tout à fait se dire, franchement, on va être surpris, ça va plutôt être l'émotion de base. Et au-delà de la surprise, on peut se dire que ça peut nous agacer quand même, nous énerver un peu, le fait de voir que cette personne passe à côté de nous sans nous dire bonjour. Donc, on peut très bien développer des pensées du type franchement, c'est pas du tout respectueux de sa part, il ne dit même pas bonjour, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, se mettre à ruminer sur ce genre de pensée. Et quand on développe ce type de pensée, notre comportement qui va suivre va plutôt générer un comportement puisque c'est ça, moi je veux même pas lui parler, je vais pas non plus lui dire bonjour, et puis demain je répète exactement la même chose que lui. Donc on voit que en fonction d'une situation qui va déclencher une certaine émotion, on va se faire quelques scénarios, et ces scénarios que l'on peut développer vont nous amener à développer un comportement spécifique. Et le comportement que l'on va avoir va forcément entraîner des conséquences. Et d'un point de vue relationnel, on peut quand même supposer que la relation entre ces deux personnes-là ne va pas forcément être sereine. A contrario, la même personne, une autre personne, qui peut vivre la même situation, peut y réagir complètement différemment. C'est-à-dire que au-delà de l'émotion de la surprise, va peut-être s'arrêter à la stupéfaction de se dire, tiens, c'est bizarre, il passe devant moi, il ne me dit pas bonjour, mais je ne vais pas forcément me faire des scénarios particuliers. Je vais peut-être me poser tout simplement la question, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être qu'il se sent pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de ce fait, le comportement qui va s'en suivre va peut-être être un comportement où je vais me dire, je vais peut-être aller le voir, le questionner, lui demander si ça va ou pas. Donc on peut, dans cette seconde situation, se dire que le comportement que va générer cette deuxième personne va plutôt entraîner des conséquences d'un point de vue relationnel plus apaisé, plus sereine. Donc voilà, c'est pour vous montrer encore une fois au travers de cet équilibre, ce qui peut générer soit un cercle vicieux ou soit un cercle vertueux. Et dans cet exemple-là, on voit bien que la première chose qui s'impose à nous, c'est vraiment les émotions. En fonction d'une situation et d'un événement de vie, c'est vraiment l'émotion qui va être la première réponse parce qu'elle est extrêmement rapide. Et avant même parfois que l'on puisse reconnaître l'émotion que l'on ressent, on peut déjà ressentir dans notre corps ce que ces émotions génèrent. Donc l'émotion, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment la conséquence de la manière dont on va percevoir une situation qui nous arrive. À partir d'une situation neutre, on a bien vu dans les deux exemples que soit on peut se sentir menacé par l'extérieur, en tout cas par ce collègue, je parle de menace, on peut le mettre entre guillemets bien évidemment, ou au final, c'est une situation qui arrive, mais on va pas forcément la ressasser. Donc comme le disait bien Aristote, ce n'est pas forcément l'événement qui nous perturbe, mais l'idée que nous nous faisons de cet événement. Donc, par ailleurs, on a aussi certaines habitudes de percevoir les choses. On peut très bien avoir tendance à percevoir les événements de manière plutôt positive ou de manière négative. Et en fonction de la manière dont on les perçoit, on va agir encore une fois d'une certaine manière. Au travers de cet exemple-là, c'est la tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on a plutôt l'habitude de voir le verre à moitié plein, notre équilibre ne va pas particulièrement être remis en cause parce qu'on va avoir facilement tendance à prendre du recul sur les situations.
Euh, voilà. Et donc, si on prend plus facilement de recul sur les situations, c'est parce que notre vie au travail, on la sent plutôt en adéquation avec nos valeurs, nos souhaits, nos aspirations. Et du coup, on arrive à s'adapter plus facilement. En revanche, si on a plutôt tendance à avoir le verre à moitié vide, on va plutôt avoir le sentiment de se sentir en décalage avec ce que l'on recherche, pardon. Ça va plutôt générer des désaccords en fonction de ce que l'on attend et ce que l'on vit. Et donc, toutes ces petites choses du quotidien, de ce que l'on peut vivre au travail, on peut le percevoir comme une accumulation. Et de ce fait, on peut avoir le sentiment que que l'extérieur peut être menaçant pour nous. Donc, en fonction de qui on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, on va vraiment faire face aux événements d'une certaine manière. J'essaie en même temps de regarder les messages qui se disent. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que Vincent, c'est bon? La communication passe toujours? Oui? Je continue. Donc, en fonction de notre capacité à faire face, on va encore une fois, en fonction des situations, on va plus ou moins développer des stratégies, qu'elles soient adaptées ou non, qu'elles soient conscientes ou non, mais en tout cas, on va faire en sorte de nous ajuster et de nous adapter à notre environnement. Alors, en fonction encore une fois, de notre manière de nous comporter, euh, eh bien, là aussi, hein, on est tous différents. Et donc, encore une fois, des personnes vont avoir tendance à réagir peut-être d'une manière plutôt que d'une autre. D'une façon générale, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu je dirais nos deux cerveaux, hein. On a tous deux cerveaux, donc le cerveau avec notre zone réflexive et ce qui nous permet de pouvoir réfléchir et donc d'agir, et puis notre deuxième cerveau que l'on appelle plutôt le cerveau émotionnel, donc le centre des émotions qui se situe plutôt au niveau du ventre. Et en fonction des situations que l'on vit, on va avoir peut-être parfois à réagir sous le coup de l'émotionnel. Et cette stratégie-là, elle va vraiment se générer en fonction d'une émotion que l'on va ressentir. Une situation vient à nous, et cette situation peut parfois nous mettre en colère ou nous rendre anxieux. Et quand on a cette émotion-là de base, d'un point de vue cognitif, on va plutôt mettre en place une certaine stratégie, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à ruminer, ressasser un petit peu ce qui s'est passé, ou être dans le déni de certaines choses, être un peu dans la fuite ou dans l'évitement, parce qu'on a besoin aussi de se protéger. Et que d'un point de vue comportemental, si on est dans l'évitement des situations, on peut aussi développer certaines addictions. Par exemple, si je suis fumeur, je vais peut-être fumer un peu plus. Je peux aussi peut-être moins bien dormir ou moins bien m'endormir le soir. Donc là, je dirais, on se situe plutôt dans un cercle vicieux. En revanche, en fonction d'une situation qu'on va plutôt percevoir positivement, il est clair que de pouvoir y réagir sur le coup de l'émotionnel, quand on est super content, qu'on est joyeux, qu'on est fier d'avoir pu faire quelque chose, on va plutôt développer des à sentir efficaces dans ce que l'on fait, donc plutôt fier de soi, plutôt avoir des comportements qui vont nous amener à vouloir renouveler des expériences positives. Donc, encore une fois, le fait de réagir sur le coup de l'émotionnel, ça peut être parfois positif, et puis parfois, ça peut nous emmener vers plutôt des cercles vicieux. Une autre possibilité pour faire face aux situations,
D'autres personnes vont peut-être avoir plus tendance à se centrer directement sur le problème. C'est-à-dire, bah voilà, il y a quelque chose qui me gêne, qui m'affecte, il y a un problème, donc je vais trouver des solutions. Et ces personnes-là vont être en capacité de mobiliser d'autres ressources afin de pouvoir mieux faire face à la situation. Donc, si j'ai un problème, ben, je vais mettre en place des choses. On est vraiment centré sur la stratégie de résolution de problème où là, la personne va être dans l'action pour affronter la situation. Donc, ça peut être aller à la recherche d'informations, rechercher du soutien auprès d'autres personnes. Donc, voilà les deux types de stratégies qui peuvent exister. Alors, en fonction de ces deux stratégies, si je détaille un petit peu, quand la personne est plutôt centrée sur le problème, ça peut être de lister les solutions possibles pour pouvoir après choisir la solution qui pourrait être la plus adaptée et entreprendre de ce fait l'action qui lui permettra de résoudre son problème. Il existe aussi la stratégie de confrontation. Alors là, généralement, on est plutôt sous le coup d'une forte émotion, comme par exemple la colère, où là, on peut se dire qu'on va prendre des mesures un peu plus radicales et qu'on va aller à la confrontation, donc au-devant de l'autre, pour changer quelque chose qui est inconfortable pour nous. Une autre stratégie possible, quand on est centré sur le problème, ça peut être aussi la recherche de soutien social. C'est-à-dire que là, du coup, je n'arrive pas seule à résoudre mon problème, donc je vais aller voir d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi m'aider ou me conseiller. Dans les autres stratégies qui vont plutôt être centrées sur l'émotion, on peut aussi là retrouver la stratégie de recherche de soutien social avec peut-être pas forcément le même objectif que celui que je viens de donner. C'est-à-dire d'aller parler de ce qui ne va pas à une personne pour simplement être entendu et être écouté. Après que la personne me conseille ou pas, ça c'est encore une autre histoire, mais besoin de contact avec l'autre. Une autre possibilité, ça peut être de mettre un peu de distance, où là on va faire un effort pour essayer de se distancier de la situation problème, et qu'au final, là c'est pas le moment d'y penser. Donc là je vais pas y penser pour le moment, on verra ça plus tard. Il y a aussi la stratégie d'échappement ou d'évitement de la situation, où là on va se dire que de toute façon le problème, c'est pas forcément mon problème, donc là je suis peut-être un peu plus dans le déni, où je vais faire en sorte de fuir ça. Il y a également le self-control, où là, quand on est face à une difficulté, si par exemple je reprends l'exemple de mon collègue qui est passé devant moi ce matin et qui ne m'a pas dit bonjour, je vais faire celle qui va peut-être faire en sorte de bien pas du tout m'affecter. Donc je vais essayer de vraiment contrôler l'émotion. Quelque part, ce qui ne va pas forcément aider non plus à résoudre la difficulté. Une autre possibilité, c'est aussi de s'attribuer la responsabilité de ce qui vient de se passer. Bon, au final, c'est peut-être moi qui ai déconné. C'est peut-être moi le problème. J'ai peut-être fait quelque chose qui ne lui va pas. Alors parfois, c'est très bien de prendre du recul sur soi pour voir justement la part de ce qui nous incombe. Mais en même temps, à force de trop prendre du recul sur soi, parfois ça peut quand même affaiblir un peu notre estime de soi, parce que on ne se sent pas forcément efficace dans ce que l'on peut faire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la réappréciation positive, où là on se dit du coup cette situation ne me convient pas. Donc ok, j'ai peut-être réagi sous la colère ce matin, ça m'a gonflé, mais bon, peut-être qu'au final, il y avait peut-être autre chose qui pouvait quand même être possible. C'est peut-être pas forcément moi. Bon, j'ai peut-être pas forcément allé devant elle et lui parler, mais c'est peut-être pas forcément de mon fait. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Je continue. Donc, au final, sur ces deux stratégies de coping, ou en tout cas stratégies pour faire face aux situations qui nous posent problème, les études ont quand même montré que quand on a plutôt une stratégie orientée vers le problème, elle va être plus efficace sur le long terme. Bien évidemment, si on peut avoir une action là-dessus. Si on n'a pas de prise, forcément que ça va être plus compliqué. En revanche, la stratégie centrée sur l'émotion, elle peut quand même malgré tout être efficace, parce que c'est ce qu'on appelle une protection rapide. On a besoin aussi de se protéger parfois, mais pour autant, même si elle est efficace sur le court terme, elle peut être dysfonctionnelle sur le moyen et sur le long terme, parce qu'au final, ça ne va pas nous amener à changer ce qui ne nous convient pas.
Donc, au travers de tout ça, on voit bien que en fonction d'une situation quelconque, au niveau du travail que l'on peut vivre tous les jours, c'est vraiment l'émotion qui en premier lieu, qui va nous montrer, on va dire, une direction, qui va nous amener à réfléchir sur ce que l'on est en train de ressentir et du coup nous amener vers un comportement. Et le comportement que l'on va mettre en place va engendrer une communication, enfin notre communication avec, je dirais, avec nous-mêmes et avec l'autre. Il est clair que quand on a une communication où on est plutôt tourné vers soi, dans le sens où voilà, en fonction de ce qui s'est passé, j'ai pas forcément communiqué, je me fais une idée, mais je ne partage pas forcément mon idée. J'ai vraiment être de l'ordre de l'interprétation, donc quelque chose de très subjectif, où je vais avoir des a priori. Et cela va s'exprimer à l'intérieur de moi avec un certain ressentiment. Et comme le terme le dit bien, le ressenti que l'on a, il peut parfois mentir. Et lorsque je suis centrée vers ça, j'ai plutôt être dans les reproches ou des justifications. Et ça va plutôt être un peu l'escalade. Ou alors j'ai plutôt me murer dans le silence, ruminer. Et là, encore une fois, on va plutôt se situer dans un cercle vicieux. En revanche, si on est plutôt centré sur l'autre, sur son environnement, on va plutôt être dans les explications. On va vraiment se baser sur les faits. Voilà ce qui s'est passé. Je vais aussi m'en expliquer avec l'autre. Donc, je vais être plus ouvert, plus à l'écoute, plus disponible, et je vais partager ce que je ressens. Et à partir du moment où on partage ce que l'on ressent, ça va automatiquement nous mettre en relation avec l'autre. Et là, on se situe plutôt dans une relation de gagnant-gagnant, où on va être plutôt sur le dialogue et la communication. On va clarifier ce qui ne convient pas, arriver peut-être aussi à s'affirmer dans ce qui ne nous convient pas, sans pour autant ne pas entendre l'autre. On peut être empathique, mais exprimer aussi ce qui ne nous va pas. Donc, encore une fois, la communication reste quand même la clé d'entrée de beaucoup de choses, puisque à partir du moment où je vais vraiment observer ce qui se passe, verbaliser et mettre des mots, comment je pourrais dire ça, on va vraiment clarifier ce que l'on ressent, on va moins risquer la compréhension avec notre environnement, avec qui on est en contact. Et les éventuels conflits, que ce soit personnel, parce qu'on peut aussi être en conflit avec soi-même ou en conflit avec l'autre, sont la plupart du temps en lien avec nos représentations, nos croyances et nos émotions. Et quand on n'arrive pas à savoir exactement où on ressent, il est bien évident. Alors, on a perdu Laure. On a Vincent, perdu l'or. Je vais reprendre la main. Vous m'entendez? Très bien. Bien. Alors, manifestement, on a perdu l'or et elle va revenir dans quelques instants. Elle était quasiment au bout de son intervention. J'ai visionné pendant son intervention un certain nombre de questions. Et il y a une question intéressante de David qui mentionne que qu'il a quitté un travail qui lui plaisait bien, mais suite à un certain nombre de rachats et de changements d'activité, il a fini par faire un burn-out et à s'arrêter, à être obligé de licencier. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend très bien. Très bien, ok. Et on me voit pas par contre. Non, du tout, on ne vous voit pas. D'accord. Alors, je vais essayer de rectifier.
je tire sur la caméra. Ok, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Si vous m'entendez, je vais au moins répondre de vive voix, qu'on ne perde pas de temps. Globalement, dans ce que vous mentionnez, et je pense que vous n'êtes pas le seul, David, à vivre ce genre de situation, c'est-à-dire un travail qui potentiellement vous plaît, dans lequel vous êtes extrêmement impliqué, dans lequel vous vous y retrouvez, et pour autant, au bout d'un moment, vous vivez une telle période de stress que votre corps finit par dire stop à tout. Manifestement, le burn-out est un peu la maladie du siècle et effectivement un des révélateurs de ce qu'on appelle le mal-être au travail. C'est-à-dire que la personne que vous êtes a cherché en partie, David, à faire du mieux qu'elle pouvait dans l'environnement de travail qui évoluait. Comme l'expliquait Laure fort justement, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de process psychologiques et puis d'entreprises qui font qu'on s'intègre plus ou moins dans un cercle vicieux ou plus ou moins dans un cercle vertueux en fonction de la façon dont on perçoit ce qu'il se passe au niveau de la vie professionnelle. Ce qui est important en premier lieu à retenir dans le propos de Laure, c'est le fait que le bien-être au travail, il est avant tout une dynamique à double sens entre le travail et ce que vous êtes personnellement. C'est-à-dire que quand on cherche une faute ou quand on cherche des solutions, on ne peut pas simplement chercher les solutions dans le cadre du travail ou dans le cadre de la personne. Il faut absolument que les deux soient pris en compte. Il faut absolument que les deux aspects de ce qui constitue votre personne, à savoir l'aspect social, sociétal et l'aspect plus intime, soient pris en compte. Et en l'occurrence, ça rejoint un petit peu la question de Philippe, qui est de dire, mais est-ce que les entreprises ont vraiment conscience de ce mal-être ou de ce bien-être au travail? En l'occurrence, probablement conscience par les effets que cela génère et qu'elles peuvent observer, probablement que souvent, malheureusement, l'employeur va chercher la solution chez le salarié et le salarié va chercher la solution chez l'employeur. Or, c'est vraiment un travail des deux qu'il faut entreprendre. Et en l'occurrence, David, sur la question que vous posiez, Laure a été plus à même de répondre que moi, mais en l'occurrence, sur la question que vous posiez, moi j'aurais tendance à dire que la structure qui a été en grande évolution ces derniers temps à laquelle vous apparteniez, elle a bien évidemment ses torts par le fait qu'elle a sans doute pas vu arriver votre burn-out, elle a sans doute pas vu arriver les conditions dans lesquelles vous travaillez et qui étaient générateurs de stress chaque jour pour vous. Vous parlez de l'open space, des choses comme ça, du bruit ambiant, du stress auprès des clients dont vous étiez en responsabilité, mais en même temps, vous n'avez pas forcément non plus à titre individuel vu et saisi les indicateurs de stress et émotionnel qui étaient provoqués en vous tous les jours un petit peu plus et qui au final provoquent une accumulation telle que bien évidemment votre corps à un moment dit stop. Et ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous savez ce que vous voulez plus revivre, que vous pouvez même plus remettre les pieds dans cette entreprise parce que émotionnellement ça déborde complètement de votre côté. Alors est-ce qu'on doit reporter entre guillemets, la faute de cette situation uniquement à l'entreprise ou uniquement à vous? Eh ben, en fait, ma réponse va être une belle réponse de Normand. En fait, ni l'un ni l'autre. Elle est vraiment dans le cadre de ce que disait Laure précédemment. Vous avez instauré un cercle, vous avez à l'intérieur de l'entreprise instauré avec vous un cercle qui n'était pas du tout vertueux, qui était effectivement un cercle vicieux qui vous a amené à cet extrême-là et la structure à laquelle vous apparteniez et vous-même n'avez ni l'un ni l'autre réussi à trouver une issue qui soit favorable puisque c'est sans doute vécu de votre part pour vous comme un échec ou quelque chose de compliqué dans votre vie et encore sans doute compliqué à surmonter, et ça on pourra en parler tout à l'heure, mais en même temps
ça doit être, et ça devrait être, si ça n'est pas le cas, subi comme un échec par votre entreprise qui devrait, elle, s'interroger aussi sur pourquoi elle en est arrivée là avec vous, qui étiez pour autant quelqu'un de parfaitement motivé, impliqué et qu'elle connaissait bien puisque vous avez passé 18 ans dans votre entreprise. Alors j'espère avoir à peu près répondu à votre interrogation. On pourrait évidemment en discuter plus avant. C'est pas forcément l'endroit et je vous invite à nous envoyer un mail ou un chat à moi ou à Laure pour avancer sur le sujet dès que vous voudrez. Laure, est-ce que vous vouliez rebondir sur tout ce que je viens de dire et sur la question, voilà, sachant qu'on vous a perdu juste avant votre conclusion? Bon, ça va du coup. Je ne savais pas à quel moment j'ai été déconnectée. Donc là, je prends connaissance des messages. Donc je suis revenue il y a peu de temps. Oui. Donc je crois que vous répondiez à David, À c'est David. ça? Ouais. Oui. Ok. Non, en fait, j'ai rien de. Alors, j'ai pris la discussion en route, donc je ne sais pas exactement. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est comme il nous reste pas énormément de temps, que moi j'enchaîne avec mon intervention. Ce qui va poser problème, c'est que je n'ai plus de caméra, donc je vais essayer de faire un partage d'écran. Toc. Hop, j'espère que vous verrez. Alors, est-ce que ça s'affiche? Non, ça ne s'affiche pas. Alors, Corentin, si vous m'entendez, j'aimerais bien avoir juste un petit peu d'aide là, parce que ce soit ma Oui. caméra ou que ce soit mon affichage, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, attendez, hop, J'aimerais quand même je pour vais autant essayer. avoir un support. Je vous laisserai essayer. Là, je viens de le refaire et ça marche pas. Alors, je peux me déconnecter et me reconnecter si vous voulez, mais Allez-y, je vous laisse vous déconnecter rapidement et puis. je me déconnecte. Ouais, allez-y, Laure va prendre la suite en attendant que vous vous reconnectez. Allez-y, Laure, je vous laisse prendre la suite en attendant que Vincent se reconnecte. Oui, alors moi, je regardais un petit peu le chat, parler d'épuisement professionnel. Très souvent, c'est l'entourage qui se rend compte qu'on commence à être là-dedans. Je ne sais pas si pour vous, ça a été le cas. Ah, on vous a retrouvé l'instant. Ouais, ça va être bon. Me revoilà avec Bon, le son, l'image et la totalité. Laure, vous m'entendez? Je vous ai coupé la parole, vous pouvez finir. Hein. Non, non, c'est bon. Je suis en train de lire un dernier message que oui, c'est assez cocasse que des experts en communication n'arrivent pas à communiquer sur la plateforme. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais ce n'est pas le cas, ça me rassure. Donc rapidement, moi je voulais rebondir bien évidemment sur tout ce que Laure a expliqué et vraiment j'insiste sur le fait que c'est vraiment des deux côtés, à la fois l'entreprise et à la fois dans le cadre privé, qu'on peut agir sur ce bien-être au travail, en tout cas faire en sorte de se sentir bien dans un équilibre personnel complet. Évidemment, Laure n'a cessé de vous le dire, à partir du moment où on a un équilibre personnel qui est plutôt bien installé, normalement, quelle que soit l'adversité rencontrée au travail, on connaît ses limites, l'émotion est gérée, maîtrisée, et du coup, ça permet, ce qu'elle expliquait, qui est ce qu'on peut nommer l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on peut exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on ne veut pas, sans pour autant être dans l'agression, sans pour autant être dans la revendication, et arriver du coup à entretenir une communication qui soit efficace, que l'analyse transactionnelle expliquerait d'une communication d'adulte à adulte. Encore faut-il que les deux parties soient sur le même registre de fonctionnement et de communication. Et donc, bien évidemment, il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle aussi, a la nécessité de s'interroger sur ce qu'elle peut mettre en œuvre pour changer sa façon d'être ou pour améliorer l'environnement de travail de ses salariés. Donc, effectivement, attention aussi du côté entreprise à ne pas
considérer le bien-être au travail ou les risques psychosociaux comme quelque chose d'un peu cosmétique où on remet tout sous le couvert du salarié en se disant que si on l'accompagne, si on lui fait des formations ou des informations sur un certain nombre de sujets sur les risques psychosociaux, il n'y a pas de raison qu'il soit mal au travail demain. Non, c'est bien l'entreprise aussi qui peut être sous certaines conditions, génératrices d'un certain stress ou de certaines émotions qui peuvent elles aussi être visitées. C'est-à-dire que dans l'entreprise, bien évidemment, il y a des choses qui sont destinées aux salariés, et il y a aussi des choses qui sont destinées à l'organisation elle-même de l'entreprise, qui sont des moyens d'agir sur le travail des employés et des salariés. Donc, effectivement, on peut se sentir mal au travail parce qu'il y a un problème au travail, mais on peut aussi se sentir mal au travail parce qu'on a une perception de l'environnement de travail qui n'est pas en adéquation avec notre vie personnelle et notre équilibre personnel, ou alors même parce que, en termes d'équilibre personnel, on a déjà des fragilités qu'il faudrait aller explorer. Du point de vue de l'entreprise, rapidement, les plus grands facteurs que l'on connaît et sur lesquels l'entreprise peut agir, c'est bien évidemment d'abord et en premier lieu le cadre de travail. Tout à l'heure, David mentionnait que effectivement, il était dans un open space avec plein de bruit et des choses comme ça. Ça peut être très dérangeant, très déstabilisant. C'est des techniques qui ont, depuis des années, qui étaient pas mal en vogue, qui aujourd'hui posent un certain nombre de questionnements. Bien évidemment, en termes de communication, ça semble un lieu de convivialité et facile dans la communication, mais effectivement, c'est des lieux qui sont bruyants, qui sont compliqués en termes d'interaction quand tout le monde travaille dans son coin, mais dans un même endroit. Donc, l'environnement de travail, il est à privilégier, on pourrait y passer des heures, il y a plein de choses importantes qu'on peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui réfléchissent à faire en sorte que le bien-être dans le cadre du travail soit calé sur la façon dont on organise son bien-être chez soi. Chacun est un peu différent dans sa façon de fonctionner. Il y a des personnes qui auront besoin d'être très cadrées, d'avoir besoin de repères, d'horaires parfaitement fixes, etc. Et d'autres qui auront besoin d'une certaine variabilité pour s'adapter à leur vie personnelle. C'est en ça que l'entreprise doit potentiellement s'interroger. Elle a des personnalités toutes parfaitement différentes en face d'elle, même si elles exercent des fonctions similaires, ce sont des personnalités différentes. Et donc, plus on ouvre le champ de l'exploration des possibilités pour chacun d'adaptation à ce qu'il est, plus on se sent bien. D'où le fait que, effectivement, un certain nombre d'entreprises réfléchissent ou mettent en place depuis un certain nombre d'années des salles de pause, de détente, de sieste, de sport. Le fait de faire de l'horaire variable, du télétravail, on le sait aujourd'hui avec tout ce qui se passe, effectivement, le télétravail convient à un certain nombre de personnes, mais ne convient pas à d'autres. En tout cas, c'est un devoir du point de vue de l'employeur aujourd'hui avec cette technologie-là, de s'interroger sur ce qui est possible et pas possible, de manière à pouvoir proposer à ses salariés des choses. C'est pas forcément à l'entreprise de trancher elle toute seule de son côté sur ce qu'elle doit faire. Design et sécurité des locaux, ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le cadre du travail. L'audit, ça c'est le volet un peu salarié, c'est-à-dire que, eh bien oui, on devrait pouvoir avoir systématiquement du sens dans le travail qu'on effectue. Et quand on perd le sens, et ça je pense que David, à un moment vous avez perdu le sens, quand on perd le sens, eh bien on peut aussi s'interroger sur les techniques de management, d'organisation et pourquoi le travail est organisé de cette manière, pourquoi on perd du temps, etc., etc. Et il y a un certain nombre d'auditeurs externes qui sont capables, des consultants qui sont formés à l'ergonomie, à l'organisation et au management, qui sont capables d'apporter des réponses de ce point de vue-là. Et ça, c'est important que le salarié, éventuellement, puisse mobiliser ce genre de demande. Et c'est important que l'entreprise joue le jeu de s'interroger sur son mode de fonctionnement et soit OK pour potentiellement revoir un certain nombre de styles de management ou d'organisation pour caler à l'évolution aussi des mentalités de chacun, y compris de ses salariés. Un autre outil, c'est le coaching personnel, professionnel, dans le cadre professionnel, où là, un employé qui va se retrouver en difficulté peut être parfaitement accompagné par son entreprise pour acquérir des nouvelles compétences dans le cadre de sa fonction, pour l'aider au management, pour améliorer sa façon de communiquer, pour gérer son stress et ses émotions,
pour gérer ses relations avec les autres. Et puis, évidemment, on parle souvent de gestion de conflits qui ne devraient pas forcément aider, mais qui sont inéluctables, et même dans le milieu professionnel. Et effectivement, avoir une vision extérieure et un recul et une façon d'être accompagné en pointant du doigt ce qui va pas, ce qui peut être amélioré, comment et avec quels outils. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement performant, mais c'est également à s'appliquer en termes des types de direction d'entreprise. Encore une fois, ce que je dis là n'est pas forcément seulement à destination du salarié. Des fois, effectivement, il faut savoir s'interroger dans l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Et un coaching peut être tout à fait appliqué à une équipe de direction. La formation, ça c'est un élément essentiel aussi, c'est-à-dire que, être en adéquation avec la fonction et le poste qu'on occupe, se sentir compétent dans la fonction qu'on occupe, c'est essentiel. Et nombre de fois, on voit effectivement des profils des salariés qui ont fini par renoncer ou être en arrêt ou faire un burn-out parce qu'ils avaient effectivement ce déficit de confiance en eux par rapport aux compétences qu'ils ont acquises sur le poste qu'ils occupent. Et ça, c'est fondamental et ça tient à l'entreprise et au dialogue avec le salarié que d'avoir un programme de formation qui tienne la route par rapport à l'évolution des emplois, à l'évolution des compétences de chacun dans l'entreprise. Je fais rapidement, mais comme il me reste plus beaucoup de temps, je me permets d'aller vite. Ça, c'est le dans l'entreprise, effectivement, on peut agir et encore une fois, il ne faut pas que ce soit des solutions cosmétiques. Il ne faut pas que l'entreprise se décharge de sa responsabilité en payant un coaching à quelqu'un et puis finalement se dire bon bah ça a servi à rien, ça marche pas. Évidemment, si la personne, elle, n'est pas moteur, ça pourrait ne servir à rien, mais bien souvent, le salarié ou l'employé va saisir cette opportunité pour essayer justement de résoudre ces problématiques. Il est bon aussi d'entendre du côté de l'entreprise qu'il peut y avoir des problématiques et qu'il peut y avoir des choses à corriger pour faire en sorte d'améliorer le bien-être au travail de ses employés. Du point de vue de la sphère privée, là, on a tout un tas d'outils personnels qui peuvent être appliqués à la fois dans la vie personnelle et à la fois dans la vie professionnelle. On a parlé très longuement, Laure vous a parlé très longuement des émotions. Les émotions, c'est effectivement quelque chose qui est à la base un indicateur, au même titre que notre façon de fonctionner, de raisonner les choses tout à fait conscientes et rationnelles. On a aussi des indicateurs intuitifs, émotionnels, qui nous disent si les choses nous vont ou nous vont pas. On est en colère quand on est agressé dans ses valeurs ou dans ses principes, en tout cas quand ce qui se passe ne correspond pas à nos valeurs ou nos principes. On est triste quand on perd quelque chose qui nous tenait à cœur. On est en joie quand justement on obtient et on fait quelque chose qui nous tient à cœur. On a peur quand en fait on a cette sensation qu'on va être en danger. Toutes ces émotions-là, elles n'ont pas à être bloquantes. Une colère ne doit pas forcément se traduire en violence. Une tristesse, c'est pas forcément des crises de larmes. Peur, c'est pas forcément un blocage de je n'irai pas là où je vais. Au contraire, ce sont des indicateurs. Quand j'ai peur, ça m'incite à être prudent. Quand je suis en colère, ça montre que ce qui se passe ne me convient pas et que la meilleure manière de réagir, c'est ce qu'expliquait Laure dans l'affirmation de soi et dans la façon de fonctionner et de communiquer et de créer un cercle vertueux. La meilleure manière de réagir à une colère, c'est de dire et de dire ce que l'on ressent pour exprimer que là, la situation ne nous convient pas et qu'il faudrait en discuter pour qu'on puisse avancer. Voilà, ça c'est l'affirmation de soi dont a parlé Laure et qui est un process de communication à la fois pour vous dans votre vie personnelle et à la fois dans le monde du travail qui est extrêmement important, à savoir accepter, identifier une émotion qui monte et qui, elle, doit se traduire par une action de verbalisation, de communication pour qu'elle ne s'envenime pas. Parce que qu'est-ce qui se passe pour une émotion si on ne fait pas le process d'extériorisation immédiat? Eh bien, soit on l'engrange et elle ressortira sous un autre format, sans doute décuplé plus tard, soit on a déjà engrangé tout un tas d'émotions qui étaient similaires dans des moments similaires, et donc les ancrages à ces moments-là de notre vie vont faire que l'émotion que l'on vit va être décuplée et que la colère, au lieu de se vivre d'une manière constructive, va se traduire par de la violence, ou alors eh bien, une peur va nous empêcher d'avancer, on va pas pouvoir la traverser parce qu'on s'est X fois retrouvé dans une dynamique d'avoir peur dans des situations comme ça et qu'au final, on n'a jamais réussi à la traverser parce qu'on a un trop grand cumul de ça. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réguler, améliorer, gérer ses émotions et son stress?
apprendre à communiquer et surtout apprendre à prendre ses émotions comme des indicateurs sur le moment présent et à en faire part aux autres et à ceux qui participent à la situation, parce que ça, c'est essentiel. Et puis après, autre élément essentiel, c'est le sommeil. Et le sommeil, il participe à votre repos mental et physique, les deux. Alors là, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a sur le PowerPoint, mais effectivement, les mal du siècle, les mal du moment, c'est le burn-out ou les maux de dos ou les choses comme ça, mais on a aussi beaucoup de problématiques de sommeil, et le sommeil est quand même un des éléments fondamentaux du bien-être général, autant du point de vue individuel que du point de vue professionnel. Si on arrive sans avoir récupéré ni mentalement ni physiquement au travail, on ne peut pas être en disponibilité de toutes ces ressources complètes. Donc on n'est pas performant, donc on va moins bien prendre les choses, donc on ne va pas analyser nos émotions comme il faut et on ne va pas être capable de les traduire de la bonne manière. Voilà. Un mauvais sommeil, c'est quelque chose qui peut engrainer beaucoup de choses, y compris physiologiques et y compris médicales, mais en tout cas psychologiques dans le domaine du travail et dans le domaine de la vie privée. Il faut savoir que le sommeil, la première phase du sommeil, les premières phases du sommeil sont des phases de récupération corporelle, et que le sommeil paradoxal est une phase de classement, de libération et émotionnel et psychologique, et que le repos mental, il est fondamental dans le cadre d'un bien-être et d'un équilibre général, y compris au travail. D'où le fait d'ailleurs, et je boucle sur le fait que les entreprises faire en sorte d'avoir des salles de sieste, des salles de repos, des salles de détente, parce que effectivement, ça peut passer par là aussi une bonne récupération. D'autres outils vraiment personnels qu'on peut utiliser, la sophrologie. La sophrologie, en quelques mots, c'est une technique en fait qui se permet de centrer l'attention sur ses ressentis corporels, à la fois émotionnels et corporels et de douleurs, etc. Donc c'est une bonne façon de se connaître en fait. C'est une bonne façon de connaître comment on peut réagir. C'est une bonne façon de couper un peu les pensées parasites pour se centrer un peu sur soi et se rendre compte de ce qu'on est, de l'état de stress musculaire, de l'état de contraction, de tension musculaire dans lequel on peut être. Et tous ces ressentis corporels peuvent nous amener à réfléchir justement à notre situation et nous amener à comprendre ce qui génère chez nous, au-delà des émotions, cette tension, ce stress, ces choses qui font qu'on ne se sent pas bien alors qu'on ne l'explique pas forcément. Dans un process un peu avancé de la sophrologie, arriver aussi à se projeter dans des dynamiques, leur parler d'agir d'une manière positive, d'agir d'une manière à se sortir d'un cercle vicieux. Eh bien, la sophrologie peut être un des moyens pour effectivement arriver à focaliser ses pensées sur des choses positives, à se projeter positivement sur des échéances ou des problématiques particulières qui peuvent être rencontrées dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. De la même manière, pour les gens qui sont très tendus, très stressés, qui ont déjà identifié qu'ils étaient en tension, on a une technique de relaxation, soit qu'on peut faire tout seul, soit qu'on peut faire accompagner, c'est comme la sophrologie. La sophrologie, ça s'apprend, ça nécessite un accompagnement au départ, mais après, on peut la pratiquer tout seul. Eh bien, les techniques de relaxation, c'est de la même manière. Ça va nous permettre de diminuer les symptômes, on va dire, du stress, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle. On a deux grandes techniques en fait. On en a plein, mais deux grandes qui prennent vraiment pas mal le champ de techniques de relaxation. C'est le training autogène de Schultz, qui va être à destination des gens qui vont savoir un peu se projeter, se relaxer, et qui vont pouvoir se mobiliser à un moment pour se relaxer et se détendre et ressentir dans leur corps aussi cet état de relaxation qui s'installe. C'est très proche ça va être très inspiré des techniques hypnotiques. À l'inverse, vous avez une relaxation qui est une relaxation complètement à l'inverse, qui correspondra par exemple mieux à un sportif qui est lui toujours en tension et qui sait pas trop relâcher ses muscles comme ça simplement en y pensant. C'est la relaxation progressive de Jack Hudson. Cette relaxation progressive, elle permet justement de comprendre et de visualiser et de ressentir le différentiel entre un niveau de tension et un niveau de relâchement en générant de la contraction et de la décontraction pour se rendre compte du différentiel et amener la personne à se rendre compte de comment elle peut se relaxer et comment elle peut apprendre à se relaxer. Voilà, ça c'est pour les techniques de relaxation. Après, les techniques de respiration, c'est important parce que la respiration, c'est un fondamental. On ne se rend pas compte à quel point elle a un impact en fait sur notre physiologie. La respiration, elle est en lien direct avec ce qu'on appelle le système nerveux autonome central,
pour faire rapide, elle a un lien direct entre le système parasympathique qui est le frein de l'organisme et le système sympathique qui est l'accélérateur de l'organisme. En fait, quand on respire, on active l'un ou l'autre des systèmes et on privilégie l'un ou l'autre des systèmes. Et donc, par exemple, quand vous voyez un sportif à la télé aux Jeux Olympiques qui s'apprête à faire une course 500 mètres, vous le voyez respirer un grand coup très fortement, très longuement par la poitrine, parce que là, en fait, il est en train de booster son système sympathique, de faire monter l'adrénaline, de lui donner toutes les ressources pour positionner son corps en état de stress, c'est-à-dire en état de capacité à réagir à ce qu'il est en train de se faire. Donc voilà, une respiration thoracique avec une inspiration très longue, c'est quelque chose qui va vous booster et voire même stresser votre corps. Donc effectivement, c'est pas la respiration qu'il faut faire quand vous avez envie de vous calmer. Et la respiration qu'il faut faire pour vous calmer, eh bien, elle est complètement inverse, c'est-à-dire c'est plutôt une respiration ventrale avec une expiration longue. Ça vous permettra de vous calmer. Ça, c'est les principes de la respiration. Étant entendu, je vous invite à aller explorer sur Internet ou auprès d'un professionnel qui peut accompagner certains types de respiration, dont la cohérence cardiaque, qui est en fait une respiration particulière, 6 respirations par minute, 6 cycles complets de respiration par minute. Si les études ont montré, c'est une médicale, hein, ont montré que si on fait ça 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour, eh bien en fait on a des vrais effets de la respiration sur notre métabolisme complet, sur la gestion émotionnelle, c'est-à-dire que ça agit à la fois sur le métabolisme et à la fois sur la dynamique psychologique et émotionnelle. Je finis très rapidement mon exposé. J'ai parlé de l'entreprise, j'ai parlé à titre privé de ce qu'on peut faire pour gérer ses émotions, c'est-à-dire faire en sorte de les prendre au niveau où elles sont et de savoir éventuellement les canaliser dans le cadre professionnel ou dans le cadre de sa vie intime. Cependant, et Laure l'exposait très fort justement, nous sommes chacun des êtres individuels avec un parcours individuel. Et ce parcours individuel embarque notre hérédité, notre éducation, nos croyances, nos traumas, nos expériences de vie. Et ça fait de nous un être unique avec un capital et des tensions, des émotions, un passif, un passé, une façon de fonctionner, des comportements qui nous sont propres. Et parfois, il peut arriver que, je rebondis encore sur le burn-out de David tout à l'heure, il peut arriver que on soit arrivé à un tel point que même personnellement, on n'arrive plus à libérer et à faire le tri dans ces émotions et que notre corps et notre inconscient et notre conscient vont adopter des stratégies pour nous protéger d'un emballement de la machine. Et là, dans ces cas-là, ça nécessite obligatoirement un accompagnement plus individualisé et là qui est de l'ordre psychologique, c'est-à-dire un accompagnement à travers de la psychothérapie comme le fait Laure à travers les TCC ou d'autres manières psychanalyse et autres. La TCC, c'est des thérapies cognitivo-comportementales. Hein. On va s'adapter à vos on va essayer d'avoir du détachement par rapport à vos comportements. La psychanalyse va plutôt aller chercher les causes de ce comportement et essayer au travers de la recherche de ces causes de régler les conflits non résolus et refoulés. Mais vous avez également, et là je prêche pour ma paroisse, qui est effectivement un outil qui va vous permettre d'aller chercher et piocher au niveau inconscient non seulement les pourquoi et les comment vous en êtes arrivé là, mais également les émotions qui resteraient à aller libérer et explorer pour que vous déchargiez de ce trop-plein émotionnel qui est finalement quelque chose qui vient de votre passé, qui est quelque chose qui a été accumulé et qui finalement a des répercussions dans votre présent aujourd'hui, mais s'il était libéré, pourrait vous permettre de revivre vos émotions, vos comportements, votre raisonnement que dans le présent et non pas seulement au travers des expériences et des ancrages du passé. Donc tout ça, c'est un tas de techniques. On fait un tour extrêmement rapide. Mais ce que je voulais absolument vous faire comprendre, c'est qu'effectivement, dans le bien-être au travail, il y a toutes les dynamiques, et c'est ce que Laure vous a expliqué aussi, à la fois dans l'entreprise,
à la fois dans la gestion sociale de vos émotions et de votre stress, et donc des outils qui vous permettent de gérer ça socialement, sociétalement, mais à la fois un vrai travail individuel sur soi à entreprendre si jamais on est arrivé dans des extrêmes où on se sent vraiment pas bien dans l'absolu, des états de déprime, des états de dépression, des états de burn-out. Ça doit forcément être accompagné par un travail psychologique à côté. Le médicament permet de faire retomber, hein, l'aspect médical est essentiel dans ces moments-là pour permettre de retrouver de la ressource, du sommeil et de la ressource, mais n'est pas suffisant. Un accompagnement psychologique est nécessaire. Il faut savoir que statistiquement, les dépressions qui ne sont soignées qu'avec des médicaments, le taux de récidive est à plus de 90%, alors que quand il est accompagné par un suivi psychologique quel qu'il soit, le taux de récidive descend largement, je crois entre 50 et 60%. David, je vois que vous parliez de la cohérence cardiaque. Je l'ai effectivement abordé très rapidement, mais la cohérence cardiaque, c'est une des techniques de respiration qui est effectivement la plus investiguée médicalement aujourd'hui et qui, elle, effectivement, donne des effets très intéressants sur la gestion de son stress, de ses émotions et sur sa physiologie d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de base de cette respiration, hein, c'est la pratique de cohérence cardiaque 3, 6, 5. 3 fois par jour, 5 minutes, 6 cycles de respiration par minute, je le rappelle. Ça a vraiment des effets de régulation, de redécouverte de l'état de stabilité et d'équilibre naturel du corps. Voilà pour ma part, pour l'intervention. J'ai essayé de faire le plus rapide possible en espérant que vous ayez trouvé à manger dans ce que je viens de dire. Laure, j'ai vu que d'un coin de l'œil que vous répondiez au fur et à mesure à des questions et je vous en remercie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à rajouter? Il y aurait pas mal de choses à ajouter parce qu'on voit, j'ai l'impression, David, de vos remarques, que oui, c'est encore très. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Bon, quelques petites difficultés. Moi, je vous entends. Alors, qui en entend? Est-ce que c'est Vincent ou c'est moi qu'on entend? Voilà. Allez-y. C'est bon. Non, je disais, il y aurait quand même pas mal de choses à rajouter. Ça, on peut y passer encore pas mal de temps. Mais de ce que disait David au niveau du chat, c'est qu'on voit que ça reste quand même encore beaucoup présent et que oui, les choses peuvent avancer. Mais il y a aussi une remise en question sur soi. C'est pas forcément vous qui êtes trop en décalage, c'est aussi d'arriver à accepter de ne pas forcément être en accord aussi avec l'entreprise dans laquelle on travaille. Et s'affirmer, c'est aussi, alors c'est très dur d'entendre ça, surtout par les temps qui courent, mais de se dire que l'environnement aujourd'hui peut être polluant et toxique pour nous et à quoi ça sert d'y rester. Alors je peux tout à fait après comprendre que quand on a un boulot, on a aussi parfois envie de le garder. Donc tout ça fait l'objet aussi de pouvoir échanger et vraiment de se recentrer sur ce qui est important pour nous. Et vous, Vincent, vous vouliez rajouter? Ouais, j'ai vu une question. Alors, sur David, je pense qu'effectivement, on a fait pas mal le tour et je crois qu'il nous remercie et merci à vous d'avoir participé à cet exposé-là, parce qu'il nous a permis de rebondir sur des problématiques réelles et importantes. Il y a Philippe aussi qui nous disait que, a priori, dans l'équipe PME, on ne se sent pas concerné par le bien-être au travail. Pour moi, vous compléterez Laure si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez un avis complémentaire, mais pour moi, c'est pas une dynamique de taille d'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, et même si on est un artisan indépendant, le bien-être au travail, il est fondamental. Et d'ailleurs, même un artisan indépendant ou avec un seul ou deux salariés a plutôt intérêt pour la préservation de son entreprise, pour la préservation de ses salariés et de la compétence de ses salariés, à prendre en compte cette dynamique-là, à se rendre compte que l'environnement de travail ou le bien-être de ses salariés et l'aspect équilibre psychologique de son salarié est essentiel pour la survie de l'entreprise. Une entreprise qui, même petite, ne prend pas en compte
les états d'âme, les émotions, la façon de fonctionner, les comportements, les compétences de son salarié, elle est vouée à disparaître à un moment ou à un autre parce qu'elle ne sait pas capitaliser sur ses salariés. Donc, j'aurais même tendance à dire au contraire, Philippe, que c'est pas une question de moyens, c'est une question d'état d'esprit, et que au contraire, dans une petite entreprise, même sans moyens, si l'état d'esprit il est là, eh bien le bien-être au travail, il peut être réfléchi avec les salariés, il peut être réfléchi dans l'environnement contraint logistique et financier, qui n'est pas celui d'une grande entreprise, mais il est important d'y réfléchir. Et je dirais même que ce que je disais tout à l'heure, en disant attention à ce que toutes ces dynamiques d'entreprise qui sont liées, qui sont mises en place auprès des salariés par les grandes entreprises, attention à ce qu'elles ne soient pas seulement cosmétiques. C'est-à-dire que quand on a des gros moyens, ah bah oui, on va payer plein de formations, plein d'informations, plein de choses à ses salariés et on va se dédouaner de la responsabilité et de l'état d'esprit dans lequel on doit se mettre en cause ou pas au niveau entreprise. Et ça, c'est presque pire parce que là, c'est effectivement pas un moyen de s'en sortir. Et ça peut être, et ça sera de toute façon à un moment perçu par les employés comme quelque chose d'extrêmement négatif parce que ça n'a pas de sens. Voilà, de leur faire porter toute la responsabilité d'un potentiel mal-être au travail. Alors, du coup, j'ai répondu oui tout à fait pour les deux dernières au final. Les deux dernières personnes. Non, du coup, je voulais juste rebondir que Philippe demandait si on proposait des formations pour les patrons. Oui, bien évidemment. Moi, je suis intervenue auprès d'entreprises dans ce cadre-là. Ouais. Mais après, tout dépend du vouloir de l'entreprise. Hein. Comme le disait Vincent, c'est pas forcément une question de taille d'entreprise, mais plutôt une question, oui, d'état d'esprit et de souhait de vouloir ou non faire en sorte que ça se passe bien. Et il y a des fois même pas besoin de le penser, ça se réfléchit naturellement et ça se passe très bien. Voilà. Et donc, on va vous laisser nos coordonnées. C'est ce que vous vouliez faire. Alors, je suis en train de les chercher justement là. Voilà, j'étais en train de les ouvrir et de vous montrer. Donc, effectivement, on vous incite et on vous invite à nous contacter si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations sur vos cas personnels, pour qu'on puisse s'en entretenir soit par mail, soit même au téléphone avec nous. Et du coup, voilà, je suis en train de partager nos coordonnées. Je vais y arriver. Et je vais vous laisser s'afficher ça pendant qu'on va finir de parler. Hop, voilà. Vous devez les voir apparaître à l'écran. Voilà. Vous avez nos coordonnées et vous avez de toute façon la possibilité de continuer à nous solliciter sur le chat toute la journée si vous le souhaitez. On essaiera, même si on est tous les deux occupés cet après-midi, on essaiera d'y jeter un coup d'œil un maximum. Bien évidemment, oui. Juste une petite précision pour ma part, je passe plus facilement par le téléphone, le chat. Enfin, c'est très bien, mais n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, je préfère, je dirais tout autant échanger avec vous oralement. Je trouve que c'est beaucoup plus clair et fluide dans la discussion. Pour ma part. Pour ma part également, mais comme je souhaitais vous laisser toutes les possibilités, mais je suis bien d'accord. Moi aussi, si vous avez besoin, je suis à votre disposition au téléphone. Et effectivement, comme le rappelle Amandine sur le chat, sachez que les diaporamas et puis, en tout cas, la retranscription de cette conférence, même si elle a été un peu entrecoupée parfois, sera disponible sur le salon toute la journée et même après. Donc, vous pourrez retrouver nos coordonnées et puis on va envoyer les diaporamas à Amandine si elle veut en ligne. Eh bien, Laure, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que tout a été dit. On a dépassé d'un quart d'heure qui correspond à tous nos ennuis techniques. Complètement. En tout cas, ça a été. Oui. Non, je disais que ça a été un plaisir de
intervenir. C'est dommage de ne pas pouvoir interagir en face à face. Ça reste assez délicat de se parler, même si les gens réagissent, et ça c'est super. Mais en tout cas, voilà, ça a été avec plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet qui est un sujet qui me tient à cœur, et j'imagine que c'est le cas aussi pour vous, Vincent. Tout à fait. C'est un sujet extrêmement important, extrêmement d'actualité. Et tous les jours, moi aussi, dans ma pratique, je vois arriver des gens qui effectivement ne se sentent pas bien, ne sont pas complètement à l'aise dans leur basket et qui ont besoin de saisir, d'entendre, de comprendre ces dynamiques-là et puis surtout d'être accompagnés. Je remercie toutes les personnes qui sont effectivement connectées, qui nous ont interrogés et qui ont suivi de près nos interventions. Et puis, je remercie l'Université de Tours pour cette possibilité de pouvoir nous exprimer sur le sujet qui, comme le disait Laure, nous tient à cœur. Et on vous souhaite une bonne fin de salon et une bonne journée. À bientôt, au revoir.